Bien. Donc, j'ai juste présenté vite fait votre, Je vous en prie, petite je vous en prie, conférence avant, pardon. mais je vous en prie. Donc, on va parler aujourd'hui donc, des luttes sociales en 2024 et des propositions que vous pouvez évoquer aujourd'hui. Donc, en effet, les difficultés économiques alimentent un malaise social en France, même si on a malgré tout des bons atouts. Et il s'agit de les exploiter intelligemment pour justement bien les utiliser. Donc, on parle notamment du fabriqué en France, hein, plus vite dit le Made in France, pourvu qu'il y ait derrière le soutien d'un État capable et ferme face aux féodalités économiques et financières, donc notamment la Commission européenne. Donc on parle aujourd'hui de matière grise, de pétrole vert, de puissance bleue. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est les couleurs de la France qui travaillent, qui inventent, qui construit, qui produit, comme vous nous disiez, évoqué tout à l'heure, les 20% qui restent aujourd'hui. Donc ces royalistes sociaux ont des propositions à faire pour garantir la justice sociale et en finir avec une démesure capitaliste. Donc on vous écoute et on vous laisse la parole. Merci. Le sujet est vaste. Les royalistes n'ont jamais été indifférents à la question sociale. Parfois, ils n'ont pas traité autant qu'il aurait peut-être fallu le faire, mais il y a toujours eu cette interrogation, et je dirais que c'est souvent les princes qui ont donné l'exemple, et je me réfère souvent maintenant, depuis quelque temps, à Louis XVI, parce que Louis XVI, que nous voyons souvent sous un angle simplement historique ou de martyr de la Révolution, c'est aussi un homme qui met en avant la justice sociale. C'est lui qui invente la formule de justice sociale qui est rapportée en 1784. Et c'est pas tout à fait négligeable que ça soit aussi lui qui, lorsqu'il a recréé les corporations après leur destruction par Turgot, par le libéralisme justement, il évoque le bien des travailleurs, il évoque le bien des ouvriers. Et je pourrais citer beaucoup d'autres exemples sur son intérêt pour la condition sociale, y compris les plus défavorisés. N'oublions pas que Louis XVI, c'est lui qui va engager 1% du budget de l'État en 1784 pour lutter contre les conséquences de la grande froidure, entre guillemets, de ce grand froid qui était lié à l'éruption d'un volcan, le volcan Loki, je crois, ou Laki, pardon, en Islande, et qui avait eu des conséquences sur le climat, sur la météorologie, et qui avait provoqué un grand froid, à tel point qu'on l'avait appelé Louis le Bienfaisant. Mais il s'est heurté à un certain nombre d'oppositions, celle des privilégiés, ceux qu'on appelait les privilégiés, et la bourgeoisie a vu tout l'intérêt justement de déstabiliser un ancien régime, le terme n'existait pas d'ailleurs à l'époque, une monarchie qui avait quelques préventions à l'égard de l'argent. Certains se souvenaient, qu'ils soient nobles ou bourgeois ou banquiers, que c'est un roi, Louis XIV, qui n'avait pas hésité à faire arrêter, enfermer l'homme le plus riche de France, qui pensait que l'argent pouvait lui permettre de monter encore plus haut. Ce n'est pas pour rien qu'il avait un écureuil comme symbole, ce fameux Nicolas Fouquet. Et ce qui m'avait marqué, c'est il y a quelques années, lorsque le président Sarkozy avait été élu, il avait fêté cela aux Fouquets. On avait l'impression que, d'une certaine manière, l'histoire se rejouait et que la République, c'était la revanche des Fouquets par rapport, justement, au roi et, je dirais, aux populations du royaume. La France reste toujours un royaume, même s'il est en République. Alors, il y aurait un état des lieux à faire de la société française aujourd'hui et de la question sociale. Il y a un grand désordre depuis 2024, depuis juin 2024. Quand je dis un grand désordre, ça ne veut pas dire que c'était l'ordre avant. Je dirais même que c'était le désordre établi, comme l'avait dit Emmanuel Mounier dès les années 1930. Mais il y a un grand désordre, il y a une grande inquiétude, il y a une grande incertitude, et les industriels, les financiers aussi, n'aiment pas cela, et l'on voit que tous les efforts qui avaient été faits, par exemple par la BPI, par un certain nombre d'acteurs locaux, d'entreprises, par des municipalités, pour réindustrialiser le pays, qui avait commencé, c'est-à-dire que la désindustrialisation avait connu un certain plateau, on va dire, depuis quelques années. Tout cela a été ruiné par la foucade. Est-ce qu'il y a un autre terme? La foucade, certains diraient la folie d'un chef de l'État qui a perdu le sens de l'État et qui a perdu d'ailleurs aussi sa chefferie, entre guillemets, ou son commandement suprême à cette occasion. Il y a une instabilité économique, il y a une instabilité sociale
qui ont donné un véritable coup de frein aux investissements. Et puis, il y a une ambiance géopolitique actuelle qui n'est pas, c'est moins qu'on puisse dire, excellente. Il y a la guerre en Ukraine, il y a les affrontements au Moyen-Orient, il y a l'arrivée au pouvoir d'une disruption, quelque part, d'un chef d'État disruptif, Donald Trump, et évidemment, cela bouscule le jeu de manière considérable. Nous parlions de mondialisation jadis, et c'est ce que j'évoquais à mes élèves, et d'une mondialisation globalisante. Elle essaie de rester globalisante, mais il y a quelque chose qui m'a marqué dans les différentes études que j'ai faites ces derniers temps pour mes étudiants et mes élèves, c'est la disparition du mot de gouvernance. Le mot de gouvernance, qui était employé un petit peu de manière parfois inconsidérée, est en train de disparaître du vocabulaire politique ou économique. J'ai dit en train de disparaître, il n'a pas disparu. Et puis il y a autre chose, c'est le fait qu'on pensait pendant très longtemps que la mondialisation était globale et que ce mouvement justement était sans fin. C'était le nouveau mythe de la fin de l'histoire où on allait, comme les marxistes l'avaient annoncé, vers un monde sans classe ni État. D'une certaine manière, il n'y aurait plus que des consommateurs et les États disparaîtraient dans une espèce de globe, de one world, comme dirait George Orwell. Et c'est ce qu'a signalé Antoine de Crémier avec beaucoup de justesse, c'est la fin du mondialisme. C'est la fin du mondialisme et même peut-être d'une mondialisation globale, dans le sens où aujourd'hui, on aurait plutôt une sorte de bi-mondialisation. Il y a effectivement cette révolte d'un certain nombre de pays, qu'on appelle des BRICS, que parfois on appelle du Sud global, même si c'est une notion dont je me méfie un petit peu, contre la dollarisation, contre la puissance, la suprématie de ce que Hubert Védrine appelait jadis une hyperpuissance et qui est en fait une superpuissance plutôt aux abois. Et puis, alors du coup, la France est au milieu de tout ça. Mais la France est au milieu de la mondialisation et elle subit les conséquences de celle-ci. Car si la mondialisation, comme je vous l'ai dit, qui est sans doute en train d'évoluer, de bimondialiser, etc., la mondialisation est sans doute un fait, elle a été un fait dominant, elle a été un fait approuvé, aimé, il y avait une sorte de mondialisation heureuse dans l'esprit des gens, et aujourd'hui on voit qu'en définitive, la mondialisation, si elle reste un fait, et avec, vous dis-je, beaucoup de nuances et sans doute beaucoup de bouleversements dans les temps prochains, elle n'est pas pour autant un bienfait. La mondialisation n'a d'ailleurs jamais été véritablement un bienfait. Alors, les délocalisations reprennent, mais ce n'est jamais que la reprise d'un mouvement qui avait existé avant. Il y a eu une tentative de sursaut. Les délocalisations reprennent et les délocalisations accélèrent la désindustrialisation. Il y a quelques semaines, Jean-Marc Daniel, qui est un libéral connu, que l'on entend régulièrement sur BFM Business, qui d'ailleurs n'est pas inintéressant à entendre parce que voilà quelqu'un d'au moins intelligent ou du moins qui essaye d'avoir des arguments, même s'ils peuvent être quand même relativement faciles à démonter dès qu'on connaît un peu la mécanique. Il expliquait que pendant 30 ans, on avait vu les hommes politiques devant les usines sidérurgiques, devant les usines métallurgiques, avec le même discours à Hayange, à Florange. Rappelez-vous de la trahison de Hollande à Florange, ça les ouvriers ne l'ont pas oublié. Et il y avait cette idée que, on faisait ce discours et qu'on allait sauver la sidérurgie, on allait sauver l'usine. Et puis évidemment, une fois que ces messieurs étaient élus, eh bien, ils oubliaient tout aussi vite leurs promesses, car ils se devaient à d'autres maîtres. Et je pense que François Hollande est sans doute celui qui a retourné le plus rapidement sa veste. En moins de 15 jours, tous les engagements qu'il avait pris par rapport à cela avaient déjà disparu. Et ça rappelle un petit peu la formule de Lionel Jospin, qu'on a évoqué aussi tout à l'heure, dans le trio de ceux qui ont dérégulé. Lionel Jospin qui, lorsque il y avait une usine de Renault qui avait, je crois, fermé ou été menacée, je crois que c'était en Belgique, à Vilvoorde, avait dit « Ah, on ne peut pas tout faire ». Mais la manière dont il le disait était une manière d'abandon, de fatalisme. « Ah ben c'est comme ça, etc., etc. Pourquoi chercher à s'opposer ?» Bon. Les royalistes ont tendance à penser que l'on peut s'opposer et que pour mieux s'opposer, encore faut-il
proposé. Alors, ce qui est certain, c'est que on a, au-delà des délocalisations, au-delà de la désindustrialisation, je n'ai pas tout à fait terminé mon propos en définitive, parce que ce que je voulais dire, ce que Jean-Marc Daniel disait avec une certaine justesse, c'est qu'après 30 ans passés devant les usines métallurgiques, on allait voir les mêmes passer une dizaine d'années devant les usines automobiles en disant « mais nous préserverons les emplois ». Et j'ai eu quelques indications qui me laissent entendre que la grande usine de Poissy, Talbot-Poissy, etc., fait partie de la prochaine charrette jusqu'au jour où effectivement il n'y aura plus de producteurs en France, il n'y aura plus que des concessionnaires. Et à partir du moment où nous ne sommes plus capables de produire quelque chose dont nous pouvons avoir besoin, nous savons que nous sommes dans la main des autres et que nous sommes dépendants. Et il ne s'agit pas de prôner l'autarcie, mais il s'agit au moins d'avoir tous les moyens de produire ce dont nous avons absolument besoin, au-delà même du désir. Effectivement, la distinction entre les besoins et les désirs peut être intéressante, c'est moins qu'on puisse dire. Alors, il y a ce mouvement qui continue, qui m'inquiète beaucoup, de délocalisation, de désindustrialisation. L'industrie est pourtant importante, elle fait partie, comme l'agriculture, de ces éléments, de ces espaces productifs qu'on ne peut pas négliger. Et hier, il y a eu un article dans le Figaro.fr, peut-être paru dans le Figaro du jour, je ne sais pas, du Figaro Lyon, sur une petite entreprise qui compte qu'une cinquantaine de personnes. Alors on pourrait dire c'est pas très important, mais j'ai trouvé que l'article en lui-même était extrêmement révélateur. C'est l'entreprise Givaudan Lavirotte, qui est exploitée par un groupe Isaltis, qui est un groupe donc canadien, me semble-t-il. Et le titre était très intéressant parce qu'il était, et il rejoint un petit peu ce qui a été dit auparavant sur la financiarisation. On est passé d'une direction industrielle à des financiers. À Lyon, les brevets d'une usine centenaire vont partir à l'étranger. C'est une usine qui existe, qui a été créée par des Lyonnais en 1906 et qui va sans doute disparaître du paysage assez rapidement parce que, eh bien, on va délocaliser. Et alors, on voit quand même que ces grandes sociétés, eh bien, elles pensent, alors elles parlent de coûts du travail souvent, mais elles n'ont rien fait pour investir en France. Et en fait, effectivement, à chaque fois qu'il y a une fermeture d'usine, on voit les cours de l'action de l'entreprise qui va fermer monter. C'est quand même effectivement un déni d'humanité et un déni de social. Et c'est là où on voit toute l'hypocrisie de ce monde financier qui oublie que, eh bien, s'ils ont une certaine richesse, c'est aussi au départ parce qu'il y a eu des producteurs qui ont fait de leurs mains ce qu'ils exploitent, ce qu'ils financiarisent et ce qu'en définitive ils abandonnent pour aller vers de nouvelles terres plus prometteuses au niveau des revenus. Alors, je pourrais citer en particulier aussi la dernière phrase de cet article, parce que je ne pourrais pas le citer entièrement. Il est évoqué, c'est un abandon industriel de plus dans le quartier. Dans le 8e, il y avait beaucoup d'entreprises à une époque. Les responsables, la dernière phrase est tout à fait intéressante et elle nous renvoie à notre propos de la responsabilité politique ou de l'irresponsabilité de certains politiques justement et du système dans lequel nous sommes. Les responsables politiques parlent de souveraineté industrielle, mais les actes ne sont pas en adéquation. Ce qui explique aussi la désindustrialisation, c'est le grand abandon, c'est cette espèce de fatalisme. Mais à entendre Antoine de Crémier, je suis bien persuadé que ce n'est pas un abandon, je dirais, démotivé. Et au contraire, il y a derrière cet abandon des gens qui en tirent, eux, un grand profit, ne serait-ce que pour leur carrière politique. Alors, il y a d'autres éléments dans la société aujourd'hui qui peuvent poser problème et qui font que les royalistes s'interrogent, s'interposent et interpellent, c'est la question des retraites et de leur financement. Alors effectivement, aujourd'hui, on parle beaucoup de capitalisation. Je regardais les titres hier, donc à la gare de Lyon, je regardais les titres de la presse. Tous portaient sur l'idée que désormais, il fallait basculer vers la capitalisation. Sans beaucoup d'ailleurs d'articles qui puissent évoquer les avantages ou les inconvénients. C'était comme si c'était déjà fait.
Et on voit comment en fait le système se moque bien de savoir quelles sont la vie des gens qui travaillent, s'il y en a qui veulent travailler un peu moins et d'autres qui veulent travailler un peu plus, parce qu'il y a aussi cela qu'il faut prendre en compte, mais on était simplement dans une logique purement comptable. Les hommes ne comptent plus, le travail ne compte plus, la création de richesses ne compte plus, ne compte que la comptabilité des retraites et le fait que cette capitalisation permettrait à certains de faire des affaires. Ah, évidemment, on pourrait concevoir une autre forme de capitalisation, je ne suis pas sûr que c'est ça qui plairait aux grands financiers, une forme de capitalisation corporative, comme elle existe déjà dans un certain nombre d'endroits, mais là, il est évident que ça ne profite pas forcément aussi bien à certains groupes, à certains financiers, à certaines multinationales. Alors, il y a aussi la précarité étudiante. On en parle peu, je suis très surpris de voir que dans le monde universitaire, on parle très peu de la précarité étudiante. On sait pourtant que ça touche à peu près un étudiant sur 5. Alors il y a quelques actions, je dirais, charitables. On voit d'ailleurs même des syndicats marqués à droite comme à gauche se transformer en œuvres de charité, ce qui n'est pas si mal que ça. Mais on se rend compte que les syndicats étudiants, par exemple, se désintéressent de cette question de la précarisation étudiante, de la précarité étudiante, du précariat, qui annonce peut-être une suite moins drôle. J'ai retrouvé dans un vieux journal du Comte de Paris, ici France, on parlait du prolétariat intellectuel. C'était un terme qui a eu une certaine heure de gloire à nouveau dans les années 68, etc. Mais il y avait dans cette presse monarchiste de l'après-guerre cette idée que le monde intellectuel, le monde sorti des universités n'aurait plus le même statut que celui qu'il pouvait espérer. C'est d'une actualité assez frappante quand on voit la condition aujourd'hui des professeurs ou de ceux qui sortent des universités. Je parle surtout des lettres, des universités de lettres ou de sciences humaines. Il y a la précarité étudiante, il y a la question plus générale de la pauvreté, du précariat, qui est peut-être une autre forme de prolétariat d'une certaine manière, et qui est sans doute beaucoup plus enracinée, beaucoup plus appelée à durer. Il y a aussi les questions agricoles. Nous sommes aujourd'hui à l'ouverture du salon de l'agriculture, et ce n'est pas parce qu'on voit moins de tracteurs dans les rues que les problèmes ne se posent pas. Et le principal problème, l'un des principaux problèmes, ça va être évidemment ce libre-échange que l'Union européenne ne cesse de mettre en place, d'accroître, de motiver avec le Mercosur. Alors on dira la France y est opposée, elle s'y est opposée, mais si elle est mise en minorité, elle n'osera pas le coup de poing sur la table ou la rupture. Et on se rend compte qu'avec la nouvelle donne géopolitique et la guerre commerciale engagée par les États-Unis, Madame van der Leyen, dans une certaine indifférence des médias, est en train de réactiver une dizaine de plans prévus de traités de libre-échange avec la Malaisie, l'Indonésie, etc., avec des tas de pays, sans que ça n'émeuve beaucoup les néopolitiques français. Je n'ai pour l'heure vu qu'un seul article sur ce sujet, c'est dans Marianne de cette semaine, qui évoquait justement cet abandon de toute velléité de souveraineté alimentaire pour se jeter dans les bras du libre-échange. On quitte les bras de l'Amérique, des États-Unis plus exactement, pour se jeter dans d'autres bras en espérant toujours que l'agonie soit plus longue, ou en tout cas que la survie continue pour cette Union européenne. Bref, donc beaucoup de thèmes, beaucoup de débats, beaucoup de choses qui peuvent nous choquer, qui peuvent nous alerter. Et alors, ce constat qui est relativement peu réjouissant, qui n'est pas très rassurant, nous pourrions nous en contenter, nous décourager aussi, et nous dire, c'est comme ça, c'est comme ça, on n'y peut rien. Et je dois avouer que depuis que j'ai eu la chance de rentrer à l'Action française, de connaître l'Action française, un jour d'été 1980, et j'ai toujours été très marqué par le fait que ce petit noyau de royalistes qui existait à l'époque, qui a grandi ensuite, qui a eu des aventures particulières, etc., il y avait l'idée que, non, on n'accepte pas la fatalité, qu'elle soit politique, économique ou sociale. La fameuse phrase que j'ai répétée 1000 fois,
et qui hier a été prêté à un autre par M. De Villiers sur CNews, c'est le désespoir en politique est une sottise absolue. Non, c'est pas Bernanos, c'est bien Maurras. Bernanos a dit autre chose. Bernanos a dit l'espérance, c'est le désespoir surmonté. Après tout, les deux me vont tout à fait. Mais le désespoir en politique est une sottise absolue. Je dirais que le désespoir en géopolitique est une sottise absolue. Le désespoir en économie est une sottise absolue. Le désespoir en la France, en général, est une sottise absolue. Le désespoir, c'est l'abandon. C'est l'idée qu'on ne peut pas y arriver. Ah, ben si l'on ne pouvait pas y arriver, dans ces cas-là, il faut jeter au feu les livres de Sophocle, il faut jeter au feu Antigone, d'une certaine manière. Antigone, c'est celle qui nous montre que d'une certaine manière, il y a au-delà, je dirais, des lois humaines, au-delà des lois même économiques, si on veut l'appliquer aujourd'hui, eh bien, il y a toujours cette espérance, ce devoir d'espérance que d'ailleurs l'Église je crois, en a fait une vertu. Alors, dire qu'on ne peut rien faire, c'est donc pas le genre de la maison. Reprenons les choses. Considérons la France aujourd'hui, considérons nos atouts. Parce que moi, ce qui m'étonne toujours beaucoup, c'est qu'on a bien quelques reportages sur telle ou telle chaîne régionale ou autre, sur telle petite usine qui tient, tel savoir-faire qui continue. Mais la France est un pays extraordinaire. Et je dis toujours à mes élèves, n'ayons pas peur d'être français. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a une génération qui quitte la France après ses études ? Parce qu'on ne lui a pas fait aimer la France, on ne lui a pas fait connaître la France, on lui a laissé entendre à travers les manuels de géographie, ouvrez les manuels de géographie de première et de terminale, que, en définitive, la France n'était qu'un petit point sur un globe, sur un planisphère, et que, ma foi, on pouvait s'en échapper, s'en aller, que vive le vaste monde. Bon. Eh bien, non. La France est un pays qui a tous les atouts pour redevenir une grande puissance, et je dirais, peut-être que les choses vont vous paraître contradictoires, mais Maurras l'avait bien compris, il suffit de relire comment la France pourrait manœuvrer et grandir, dans quelle étendue, comment la France pourrait redevenir une grande puissance moyenne. Alors vous allez me dire quoi, moyenne, puissance ? Non, moyenne, une puissance qui ne soit pas une puissance qui se pose comme un impérialisme, qui soit une puissance médiatrice entre les uns et les autres, qui soit, je dirais qu'aujourd'hui, ceux qui sont les plus capétiens, ça peut paraître surprenant ce que je vais vous dire, je sais que je vais faire bondir certains peut-être, mais il y a une part de provocation dans mes propos évidemment, mais c'est le Qatar et l'Arabie Saoudite, et même les Émirats Arabes Unis. Quand on regarde comment ces tout petits pays en population arrivent à jouer un rôle diplomatique aussi important, à mettre autour de la table des gens qui passent leur temps à s'entretuer, etc., en étant néanmoins d'un côté, mais en réussissant à avoir cette position d'arbitre, c'est exactement ce que la France, dans l'histoire, a pu faire, et ce qui explique que la France, les rois de France, préféraient être une nation, un royaume, qu'un empire. Toujours l'idée que la France a mis de côté, depuis Philippe Auguste, l'Empire. Alors je m'écarte un peu, mais je voudrais vous montrer comment la France a des atouts et qu'on pourrait les utiliser. D'abord, la France, c'est une vaste superficie terrestre. C'est 551 000 km² en métropole, 675 000 si on inclut l'outre-mer habitable, 1 100 000 km² si on inclut l'outre-mer qui n'est pas habité, si ce n'est par des manchots et des scientifiques. Des manchots, je parle de l'animal, évidemment. 1 100 000 km². C'est un territoire qui est bien situé. Et n'oublions pas que nous avons tous les terroirs possibles, nous avons tous les climats possibles. Je suis breton, je vis dans la région parisienne, j'arrive en Provence, rien qu'en regardant par la fenêtre du train, je vois des paysages différents, je vois des cultures différentes et je vois des architectures différentes. La France est d'une richesse incroyable sur un espace qui est relativement concentré. Et puis, la France, c'est des terroirs, donc c'est plus que des territoires, c'est des terroirs, c'est des paysages, c'est des agricultures, des productions agricoles, culture, élevage, d'une grande richesse qu'on a un petit peu négligée ces temps derniers. On est en train de retrouver cette richesse en revenant sur certaines lois stupides, sur le remembrement, etc., etc. Donc la France est une puissance verte, ou une puissance verte en devenir. La seule chose intelligente peut-être, un peu sévère, qu'a dit M. Valéry Giscard d'Estaing, c'est de dire que le pétrole vert de la France, que l'agriculture c'était le pétrole vert de la France.
Donc, première chose. Deuxième chose, on a un immense territoire maritime. Le territoire maritime de la France, c'est la deuxième zone économique exclusive. C'est 11,5 millions de kilomètres carrés. Malheureusement, mal exploité aujourd'hui, ou pas protégé, parce qu'on n'a pas la marine qui va avec. Hein. Mais ça nous permet, avec notre outre-mer, d'avoir une présence partout dans le monde. Partout, la France. Je dirais, en paraphrasant Kipling, que le soleil ne se couche jamais sur la France. Le soleil ne se couche jamais sur la France. Et la mer, les océans, c'est l'Eldorado de demain. Il y a aujourd'hui une course à la mer qu'on ne voit pas, qu'on évoque peu, une course aux océans. La France a tout pour être la première. Et là encore, même chose que pour la puissance verte, nous verrons qu'il y manque quelque chose, une volonté politique, un État qui ait cette volonté politique. C'est donc la France puissance bleue. Et puis il y a la matière grise. Je fais un véritable arc-en-ciel d'une certaine manière, quoique gris, je ne sais pas si c'est dans l'arc-en-ciel. Mais bon, c'est la matière grise. Nous avons, contrairement à ce que nous croyons, nous avons une école publique ou privée qui forme d'excellents cadres. Et puis qui forme une masse qui déforme ou qui n'informe pas une masse de la population. Mais quand je vois nos classes préparatoires, quand je vois même certaines de nos universités, quand je vois nos grandes écoles, nous avons un gisement. Le gisement, il est là. C'est la matière grise. Et c'est un des gisements les plus importants qui soit et qui est aujourd'hui le plus mal exploité en France. Je vous dis cela aussi parce que je suis professeur. Je suis professeur dans un lycée public de la région parisienne où nous avons des collégiens, des lycéens et des classes préparatoires. Donc je suis en lycée, en classe préparatoire. Et je vois comment des jeunes qui arrivent parfois un peu faibles, etc., on arrive à en faire, je dirais, des jeunes qui ont des connaissances, ont de la culture, ont des savoir-faire, ont une intelligence à mettre au service. Eh bien, au service de qui? Le seul problème, c'est que après leurs études, on n'a pas prévu le service après-vente. Aujourd'hui, on a environ entre 100 et 120 000 de nos jeunes qui quittent la France, parce que l'un des grands problèmes de la France, qu'on évoque rarement, c'est l'émigration. Mais l'émigration, le départ des cerveaux, parce que ceux qui partent, ce sont nos cerveaux. Et pourquoi ils partent? Parce qu'en France, ils ne trouvent pas de débouchés, ou qu'on leur en offre pas, ou qu'on leur fait pas confiance. Alors que s'ils vont dans d'autres pays, on leur fera confiance. Ils se planteront peut-être, mais on leur a fait confiance et on leur redonnera quelque chose. Ils se planteront, et voilà, on leur donne leur chance. En France, on a un problème, c'est qu'on n'a pas confiance dans notre jeunesse, on n'a pas confiance dans notre matière grise, et on ne se donne pas les moyens d'accueillir cette matière grise. Puissance verte, richesse bleue, matière grise, et je pourrais continuer ainsi. Nous avons aussi un patrimoine historique extraordinaire. Un patrimoine historique extraordinaire. Je crois que la France est le pays qui a le plus beau patrimoine historique, peut-être avec l'Espagne ou autre. Aujourd'hui, la France n'est plus en tant que telle la première puissance touristique. Elle se fait passer devant par l'Espagne. Pourquoi? Parce que l'Espagne sait valoriser son patrimoine. Nous ne savons ou nous ne voulons pas le faire complètement. Et pourtant, Dieu sait s'il y a des opérations. Hein. On peut remercier quand même Stéphane Bern aussi pour avoir joué un rôle qui n'est pas négligeable dans la mise en valeur d'un patrimoine que parfois on néglige. Regardez la France. Paris 2024, Paris a été la capitale du monde. Alors évidemment, on ne l'a pas vu, parce qu'il y a eu les troubles liés aux élections et tout le désordre qu'il y a eu après, et on peut remercier un certain nombre d'avoir remis de l'huile sur le feu, et en particulier le premier qui aurait dû justement être le protecteur des Français, qui au contraire a été, je dirais, le pyromane en chef. Et il y a eu les Jeux Olympiques. Alors je ne parlerai pas évidemment de la cérémonie d'ouverture où il y a eu de belles choses, ne le nions pas, il y a eu de belles choses techniques, particulièrement le cheval, et puis il y a eu des choses beaucoup plus douteuses et qui étaient comme une espèce de volonté de rabaisser même la France. Montrer entre autres une scène de bacchanal et surtout aussi montrer une tête coupée d'une reine. Alors même M. Mélenchon a trouvé que c'était un peu fort de café, il faut le faire quand même, hein, pour que ça soit lui qui prenne, qui ait de tels propos. Et c'était pas un bon exemple. Mais le reste, les Jeux Olympiques, j'ai constaté par moi-même que ça avait attiré beaucoup de gens et qu'il y avait une ambiance tout à fait sympathique. On avait l'impression de, j'allais dire,
Ah, c'était très étrange. J'étais à Versailles et je suis resté les 15 jours pour voir un petit peu comment ça allait se passer. On était très inquiets au départ. On disait, bon, les problèmes de sécurité et tout. Et en définitive, on a eu des gens qui étaient sympathiques et on avait une France comme on aimerait la voir souvent. On n'avait pas de problème de sécurité. On avait des gens qui se promenaient gentiment. On avait l'impression d'une France apaisée. Bon. C'était très étonnant avec tous ces gens qui venaient d'ailleurs. Ça faisait d'ailleurs très Europe d'avant 1914. C'est assez étonnant. Hein. On voyait assez peu les Asiatiques pour une raison très simple, c'est que les Asiatiques allaient juste au château pour les épreuves et tout, et puis reprenaient la navette pour prendre le train. Mais sinon, vous alliez dans la ville de Versailles, vous étiez frappé de retrouver une espèce d'ambiance vraiment sympathique, comme s'il n'y avait pas tout ce qui se passe autour de nous, les guerres, les crises, la désindustrialisation, et des gens contents. On a eu ce moment, cette espèce de parenthèse enchantée, qui m'a semblé intéressante et qui m'a montré que c'était possible de faire encore un peu de concorde. Et puis on a eu Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris, c'est un des plus grands chantiers qu'il y ait eu depuis longtemps, et qui a montré toute la valeur aussi de la France des terroirs et de la France des mains. De la France des mains, de la France du ciseau, de la France de la pierre, du bois, du travail, de ces matières nobles, etc. Et c'est quelque chose qui suscite des vocations. C'est aussi ça la France, c'est être capable d'avoir un modèle qui n'est pas simplement un modèle où l'on ne pense qu'à la formule franklinienne, le temps c'est de l'argent, formule la plus terrible que je connaisse. Le temps c'est de l'argent, c'est une formule que nous n'aimons pas beaucoup, c'est moins qu'on puisse dire. Et là on a vu à travers Notre-Dame de Paris, ce n'est pas terminé, hein, il se trouve que je connais quelques-uns qui sont des anciens du lycée Hoche qui travaillent sur cette cathédrale. Il y a encore beaucoup de travaux, mais tout d'un coup, on a vu une France des métiers, justement. Une France qui reprenait main avec le bois, la pierre, et qui a donné envie à d'autres, à des jeunes, de faire quelque chose, de créer. Parce qu'on parlait à un moment de disruption. Alors on avait des jeunes qui disaient on va changer de modèle, on va se réfugier à la campagne, on va vivre en gros comme des ermites, etc. Mais enfin, on n'oubliera quand même pas ni notre quinoa, ni notre voyage annuel en Inde, en aéronef. Mais bon, là, on a la vraie rupture d'une certaine manière. La vraie rupture avec le monde moderne d'une certaine manière. Prendre son temps. Alors, aujourd'hui, voilà quelques atouts que j'ai voulu vous montrer. Ces atouts semblent méconnus. Ils ne sont pas méconnus. Mais c'est plutôt des chances qui sont ignorées, des chances qui sont inexploitées, des chances qui sont gâchées. Ce qui me frappe aujourd'hui, et je pense que les royalistes doivent axer, je dirais, leur critique là-dessus, c'est qu'il y a une espèce de mauvaise volonté politique, d'une certaine manière. Il y a une espèce d'abandon. On ne donne pas envie aux Français ou aux jeunes Français de travailler pour la France. Si vous travaillez simplement pour gagner quelques picaillons, vous travaillerez ce que vous devez travailler, point. Si vous donnez aux gens l'occasion de travailler pour quelque chose qui les dépasse, on l'a vu avec Notre-Dame de Paris, ils travailleront beaucoup mieux, ils ne compteront pas leurs heures. Ce qui compte, encore plus que le salaire, c'est la motivation. Même si le salaire, évidemment, ne peut pas être négligé, nous en sommes bien d'accord. Alors, quelle réponse, quelle proposition aujourd'hui les royalistes sociaux peuvent-ils faire? Sur quel combat peuvent-ils se retrouver en attendant d'engager le combat le plus important qui est le combat de la mise en place d'un État qui permette de véritablement jouer son rôle, non seulement d'arbitre, mais d'initiateur, d'incitateur, de protecteur des métiers, des volontés, des ardeurs françaises. Eh bien, il y a une chose qu'il faut d'abord ne pas négliger, les luttes sociales ne font pas peur aux royalistes en tant que tels. Mais pas n'importe lesquels, évidemment. Mais il s'est trouvé que ces derniers temps, nous nous sommes retrouvés à quelques-uns autour des ouvriers de Blois, de l'usine Poulain, Choca Poulain, qui fait partie de l'imaginaire de ma génération des Trente Glorieuses. Et le Choca Poulain a été pour un temps sauvé. Il y a eu notre présence aussi à côté des travailleurs de Sopiquet, la dernière conserverie. Sopiquet, là encore, un terme emblématique. Sopiquet, aujourd'hui, quand vous voyez une publicité Sopiquet, dites-vous que plus rien n'est français. C'est un groupe italien, Bolton Food, etc. Et la dernière conserverie française d'une entreprise créée il y a 150 ans à peu près, par un Nantais je crois, eh bien elle a été fermée à la veille de Noël, le 20 décembre.
2024, le 20 décembre, vous imaginez? Il y a 155 emplois. Il y en a 35 qui ont soit à la retraite, ou retrouvé quelque chose d'autre. Il y en a 120 qui, le 20 décembre, le jour où l'entreprise Sopiquet a fermé ses portes, n'avaient rien. Vous revenez le soir, qu'est-ce que vous allez mettre? Vous dites, qu'est-ce que je vais mettre sous le sapin? Alors s'il y aura un peu, parce qu'il y a un petit peu, il y a eu les indemnités, etc. Mais pour combien de temps? On ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de travail dans cette voie-là, dans cette branche-là, du côté du Finistère aujourd'hui. Donc on se retrouve sur ce genre de choses. C'est l'occasion de rappeler d'ailleurs que les royalistes et que le royalisme en lui-même est éminemment social. Et hier, je parlais de Villeneuve-Bargemont, je parlais d'Armand de Melun, je parlais de la Tour du Pin, je parlais d'Albert Demain, de Monseigneur Frépel et de beaucoup d'autres qui ont montré que les royalistes ne se contentaient pas d'être, je dirais, ou même de Valdour, hein, qui lui allait à l'usine aussi, ne se contentaient pas de grands discours, mais qu'ils proposaient, ils cherchaient à améliorer la condition ouvrière. Alors, je vais essayer d'accélérer parce que le problème, c'est que c'est un sujet sur lequel je pourrais parler au moins 2 ou 3 heures. Certains le savent. Je vais essayer de donner quelques axes parce que après, il y aura de quoi, sans doute, pour des années, les développer et faire qu'au-delà de la théorie, de ce que je dis, il y a une pratique, une mise en pratique, il y a une pensée profonde et qu'il y ait même des évolutions sur celle-ci, car il ne faut pas oublier une chose. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué dans l'Action française quand j'y suis arrivé, c'était 2 termes que je ne connaissais pas, c'était le terme d'empirisme et d'organisateur, hein, ou plutôt les 2 termes ensemble. Or, l'empirisme organisateur, c'est l'usage, quelque part, du passé, des expériences du passé, pour essayer d'en tirer le meilleur, et cet empirisme organisateur, il doit être concilié avec la tradition critique. Toute vraie tradition est critique, disait Maurras. C'est aussi une des phrases que j'ai beaucoup retenues. Je n'ai pas tout retenu de Maurras, je n'ai pas tout lu de Maurras d'abord, hein, je n'ai pas tout apprécié de Maurras aussi, mais ça c'est des choses importantes. Et il faut pratiquer cet empirisme organisateur, y compris sur la question sociale. Alors, quelques-uns des combats royalistes sociaux contemporains contre les traités de libre-échange, le Mercosur par exemple, parce que ce traité de libre-échange s'avère une très mauvaise affaire autant pour nos agriculteurs que pour l'environnement, et d'ailleurs aussi que pour les agriculteurs brésiliens eux-mêmes. Alors, peut-être que, d'ailleurs, ce traité n'aura pas lieu si le chef de l'État argentin ne continue un certain nombre de ses provocations. Disons que M. Macron attend, je dirais d'une certaine manière, à ce qui est le mot de trop pour laisser entendre que non, vraiment, c'est pas possible, etc. Bref, c'est un petit peu, d'ailleurs, léger comme argumentation, mais bon. Donc, contre les traités de libre-échange, et j'ai hier cité une phrase, alors est-ce que je l'ai gardée, de la Tour du Pin, puisque nous avons commémoré le centenaire du décès de la Tour du Pin il y a hier, enfin il est décédé en 1924, et j'avais hier cité, oui je les ai là, des phrases intéressantes, une phrase intéressante de la Tour du Pin sur cette question du libre-échange et sur cette question des traités. Ce que dit la Tour du Pin, et je pense que c'est une formule qui devrait nous inspirer beaucoup dans les années prochaines, les traités internationaux doivent être conclus, non pas dans l'intérêt du fisc, ni même dans celui du consommateur, mais avant tout en vue de la protection morale et matérielle que le travailleur doit rencontrer dans l'État chrétien. Alors, l'État chrétien, il parle de la France, etc. On a ici le double refus qui est celui des royalistes depuis longtemps, d'une part d'un libre-échange sans entrave, ce qui ne veut pas dire pas d'échange du tout. Mais je dis souvent que nous ne sommes pas pour la mondialisation, nous sommes pour l'internationalisation. L'internationalisation, c'est la reconnaissance des nations, c'est la reconnaissance des États, c'est la reconnaissance qu'il y a des échanges nécessaires entre les uns et les autres. Mais ce n'est pas justement l'imposition d'un modèle qui échapperait aux États et qui ne serait plus qu'entre les maîtres de l'argent. Donc, refus d'un libre-échange sans entrave, refus aussi d'une société de consommation consumatrice des travailleurs qui fait passer souvent les désirs avant, je dirais, les besoins, les désirs des consommateurs avant les besoins, et qui semble négliger
que pour pouvoir consommer, encore faut-il pouvoir avoir quelque chose à consommer. Or, on voit aujourd'hui que la société contemporaine, ni les classes sociales, ni les classes sociales de producteurs, elle ne veut voir que des consommateurs. En fait, le libéralisme et le marxisme semblent se rejoindre de ce côté-là, d'une certaine manière. On a l'impression que les libéraux ne veulent ni classe ni État, un peu comme le voulaient, je dirais, les marxistes et les anarchistes aujourd'hui. Alors, donc, voilà quelques éléments. Donc, pour un protectionnisme intelligent, pour la valorisation autant que faire se peut du fabriqué en France, il y a une chose qui m'a beaucoup marqué il y a quelques années, c'est que j'avais fait campagne pour consommer français. Et un petit chef d'entreprise me dit « Monsieur Chauvin, c'est très bien, consommer français, on est tous d'accord, moi le premier, etc. Mais encore faudrait-il que l'on puisse consommer français. » Il me faisait la remarque que dans beaucoup de secteurs, il n'y avait plus de producteurs français. Dans les années 70, tout était français, tout était fabriqué en France. On a même eu les téléphones jusqu'en 2004. Il y avait une sorte de vallée du téléphone qui existait, d'ailleurs pas très loin de là où j'habite, de Rennes, etc. Tout a disparu. Tout a disparu. Et aujourd'hui, on est complètement dépendant des autres. Et y compris d'ailleurs quand il y a des problèmes sanitaires, des masques, etc. etc. Donc, refaire, c'est pas de la réindustrialisation, c'est plus que ça, c'est parfois une nouvelle industrialisation face à cette tertiarisation qui a en fait privé les gens de moyens d'agir, de moyens de produire d'une certaine manière. Refaire du fabriqué en France, soutenir le fabriqué en France, privilégier, même contre les lois, entre guillemets, de libre concurrence qu'on voit aujourd'hui, privilégier les producteurs français, les travailleurs français, plutôt que les entreprises d'ailleurs. On a vu encore dernièrement pour l'histoire d'uniformes, me semble-t-il, eh bien, le marché a été délocalisé pour Madagascar. Pour des uniformes français. J'étais, il y a quelques semaines, au 2e RIMA avec ma classe défense pour la commémoration du bombardement de Bouaké, où plusieurs soldats français sont morts, dont 3 du 2e RIMA, et quelques officiers en off me disaient qu'ils avaient du bon matériel. Depuis 1 an et demi, depuis le retour du Niger, les Griffons fonctionnaient bien, etc. Ils avaient pu améliorer leur capacité, etc., etc. Et puis bon, il y avait les pressions. Mais ils disaient, mais la plupart de nos munitions ne sont pas françaises. Et ils m'ont dit à plusieurs reprises, sans s'être concertés, il faudrait qu'on ait à nouveau une filière de production de munitions véritablement française. Ah ben c'est pas faux, parce que si on dépend par exemple aujourd'hui des États-Unis, je pense qu'il y aura un léger souci, entre autres, donc, ou d'autres pays. Voilà, il y a des choses toutes simples. Ça semble être le b.a.-ba d'une certaine manière. Alors, il y a d'autres thèmes sociaux sur lesquels les royalistes peuvent se trouver, la lutte contre le précariat, la question des accidents du travail, etc. Je ne vais pas vous faire une trop longue liste, parce que, justement, elle est longue. Alors, quelles propositions on pourrait faire au-delà de ces luttes circonstancielles, etc. Il y a l'idée de recréer une forme de société corporative, d'économie corporative, etc. Alors, le problème, c'est que le corporatisme est en train de revenir un petit peu, je dirais, en mode chez quelques-uns, mais le terme corporatisme est très mal vu. Madame Amélie de Montchalin, quelques jours avant d'être ministre, venait nous faire une conférence dans mon lycée où le premier ennemi d'Amélie de Montchalin, c'était le corporatisme. Je n'ai pas bien compris d'ailleurs de quoi elle parlait, etc. J'ai cru comprendre, mais c'était le corporatisme. Or justement, le corporatisme, il y aurait beaucoup à dire et je pense que je ne dirai pas tout, mais il y a quelques principes forts d'un corporatisme intelligent, raisonné. Et il va sans doute y avoir de nouveaux travaux sur la Tour du Pin, et je comprends pourquoi est-ce que la Tour du Pin, en fait, a été peu rééditée. C'est que la Tour du Pin, c'est ce royaliste social qui est un véritable théoricien, et qu'en définitive, ses formules sont très compliquées, très difficiles à lire. Et je pense qu'il va falloir trouver quelqu'un qui puisse les mettre au goût du jour et les simplifier un petit peu. Je pense parce que c'est un véritable continent, la Tour du Pin, et c'est un continent royaliste, est un continent, et vous savez quels sont les 2 meilleurs lecteurs de la Tour du Pin? C'est
Merci. C'était étonnamment, alors je n'en citerai qu'un d'ailleurs, pour le deuxième, on le gardera ça pour un autre jour, c'est le général de Gaulle. Et j'ai retrouvé, en travaillant sur le centenaire, les textes où la Tour du Pin parle de la participation, le fameux thème que de Gaulle martelait le 24 mai 68 dans un discours qui a été absolument un échec, un bide total. Il parlait de la participation, la participation, la participation. Et en fait, il tenait ça de la Tour du Pin, et c'est Edmond Michelet qui disait, hein, le meilleur lecteur du très ignoré la Tour du Pin, c'est le général de Gaulle. Bon, mais là encore, on a vu que la République avait empêché toute velléité sociale d'aller jusqu'au bout. Alors, une remarque, je ne vais pas évoquer tout ce que je voulais évoquer. Les grands principes, pour moi, c'est sceller une union entre le capital et le travail, ne plus éviter cette financiarisation qu'on a aujourd'hui, mais au contraire faire des liens entre les uns et les autres avec le but du bien des producteurs et la satisfaction des consommateurs par une qualité garantie. La qualité, c'est quelque chose évidemment d'important. Assurer la pérennité, la transmission des savoir-faire, mais aussi des entreprises. On a aujourd'hui 25% de nos chefs d'entreprise qui ont plus de 60 ans. Et les entreprises, aujourd'hui, ils n'ont pas de successeurs dans beaucoup de cas. Déjà, ça me semble important de travailler sur ce sujet-là, et puis travailler sur l'éducation, l'instruction, redonner ces lettres de noblesse au travail manuel, mais aussi au travail intellectuel, et pas seulement à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle ne peut être qu'un moyen si on s'appuie dessus, et je pense qu'effectivement ça va être une des ruses du système pour essayer de se maintenir, c'est les crypto-monnaies et l'intelligence artificielle. Pourquoi réfléchir? Nous faisons pour vous. Consommez, divertissez-vous, et surtout ne vous révoltez pas, et surtout ne réfléchissez pas. Je pense que ça va être un des vrais problèmes des années prochaines. Hein, donc la tentative de sauver du système. Mais tout ce que je vous dis, la mise en valeur du patrimoine français, la mise en valeur des territoires, la mise en valeur des océans, tout cela ne peut se faire que s'il y a un État qui a une volonté politique qui dépasse celle du quinquennat. Aujourd'hui, on ne pense plus qu'à 2027. Ils pensent tous à 2027. Ils veulent être calife à la place du calife. Et tant qu'on n'aura pas rétabli un État qui voit loin, c'est Michel Serres, le philosophe Michel Serres, qui disait que pour un certain nombre de grands dossiers, il fallait 25 ou 30 ans. Une politique de 25 ou 30 ans. La République ne peut plus, et surtout elle ne peut pas avoir cette politique de long terme. Il faut donc un État enraciné, un État qui ne se pose pas la question, je dirais, de sa pérennité, qui succède à lui-même d'une certaine manière et qui soit indépendant des puissances, des féodalités, qu'elles soient financières, économiques, sociales, politiques. Il ne s'agit pas d'être contre, il s'agit d'être au-dessus et d'être indépendant. Un Louis XIII est capable. Louis XIII est un personnage intéressant, pas très intelligent, comme on dirait aujourd'hui, mais les plus intelligents ne sont pas forcément les meilleurs, loin de là. Hein. Et Louis XIII, il a cette indépendance qui lui permet de prendre, car il sait qu'il n'est pas le plus compétent, il lui permet de prendre le plus compétent, celui qui est le plus approprié au moment donné, c'est Richelieu. Louis XIV, vers qui va-t-il s'appuyer? Vers quelqu'un, Colbert, qui aurait fait fuir tous les électeurs, on l'appelait le Nord, parce il faisait la gueule apparemment constamment, il était très près de ses sous. L'intérêt d'un État royal qu'il s'agit de rétablir, hein, c'est justement de poser la question économique et sociale de manière différente. La main de justice du roi, c'est la main de justice sociale aujourd'hui, d'une certaine manière, c'est la justice sociale, et le sceptre, c'est la possibilité d'agir sur l'économie. Non pas par étatisme, il ne s'agit pas de faire de l'étatisme, mais d'inciter, de pousser, de promouvoir, d'ouvrir des voies, ne serait-ce que sur le plan, je dirais, légal, ou sur le plan fiscal, ou sur le plan réglementaire. Un État qui soit plus musclé que le gras État que nous avons aujourd'hui et qui fait vivre des milliers de fonctionnaires parfois très intelligents, mais au détriment de la société elle-même. Donc, voilà ce que je voulais dire en quelques mots. En fait, j'avais beaucoup plus à vous dire, mais j'ai raccourci. Tout ça pour vous montrer que le royalisme social a des réponses, qu'on pourrait développer de manière beaucoup plus importante, mais que la meilleure réalisation du royalisme social, c'est de faire une monarchie qui elle-même soit sociale.
Comme je le dis souvent, et je le répète, et je l'ai encore répété hier, notre but, ce n'est pas de mourir royaliste, fier de nos idées, etc. C'est d'une manière ou d'une autre de vivre en monarchie. Merci de votre attention. J'espère que je ne me suis pas trop écarté de la ligne qui m'avait été donnée. Si de même vous avez encore quelques questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Oui, alors, j'ai une question, parce qu'en fait, vous avez parlé que la France a énormément d'atouts, qu'elle n'a pas valorisé, et qu'elle ne valorise pas, et que ce qui manquait, c'était une volonté. Alors, est-ce que, moi, j'étais récemment, là, ce matin, dans une réunion de comité d'intérêt de quartier à Marseille, où c'est une institution, les gens se réunissent, mais c'est que des vieux. Et le problème, en fait, c'est que c'est ce qui se rapproche, je pense, le plus d'une démocratie locale, populaire, tout ce que vous voulez. Mais j'ai remarqué quand même que les gens étaient vraiment assez égoïstes, bas de plafond. Ils pensent qu'à leurs intérêts, ils veulent juste qu'on parle en fait, de ce qui les concerne eux. Et c'est à ce genre-là en fait, qu'on demande de voter pour des programmes nationaux et qui dépassent leur propre. Censé dépasser ce qui les intéresse proprement. Est-ce que vous ne pensez pas en fait que pour reconstruire une France et pour impulser une volonté, il ne faut pas déjà en fait produire une nouvelle personne, une nouvelle anthropologie, on va dire entre guillemets, et peut-être passer par une certaine vision du sacré, je ne sais pas, quelque chose qui transcende les gens, parce que je veux dire, si on veut une volonté, il faut bien que ça passe par un idéal, et oui. ça se voit aussi notamment par l'art. Je veux dire, les gens, l'art est mort, même les jeunes sont désincarnés, il n'y a plus de passion, plus rien, quoi. Alors je pense qu'effectivement on touche à quelque chose d'important, c'est effectivement le changement des générations et le fait de la dématérialisation même de l'être humain. Et moi ce qui me marque beaucoup, c'est que dans nos cours on évoque la mondialisation, la métropolisation, la numérisation. Et cette numérisation, c'est en fait une déterritorialisation et une déresponsabilisation des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs. Je pense que justement c'est là peut-être que l'instruction, que l'éducation a un rôle à jouer. Et la transmission. Je pense aussi qu'il ne faut pas se contenter, je dirais, de faire ce constat qui est terrible et que vous faites et que je fais aussi parfois, mais de dire mais qu'est-ce que je peux faire pour le changer. Le fait que par exemple vous ayez été dans cette réunion et tout montre qu'il y a de l'espoir quelque part. Parce que justement vous êtes conscient des limites de cette réunion, vous êtes conscient des limites du corps électoral et donc ça vous pousse à aller plus loin et à un moment ou à un autre peut-être à donner l'exemple pour les autres. Je pense qu'en fait il va falloir créer au sein du pays une sorte d'émulation, pas de concurrence, mais d'émulation. C'est-à-dire que quand je suis à la piscine, s'il y a quelqu'un qui me double, eh ben, je vais essayer d'aller aussi vite que lui. Je ne vais pas forcément essayer de le doubler, mais je vais essayer d'aller aussi vite que lui. Et je pense que c'est ça qu'il faudrait faire au niveau du pays. Il faut donner l'exemple, il faut donner l'impulsion, et il faut permettre aussi à toutes les bonnes volontés de pouvoir s'exprimer et trouver un cadre pour s'exprimer. Or, aujourd'hui, c'est ce qu'on voit, par exemple, pour les jeunes qui sortent des prépas, des grandes écoles ou autres, on ne leur donne pas cette responsabilité. On ne leur donne pas, je dirais, cette possibilité du risque, de se planter, certes, mais de réussir aussi. Et je pense que là, justement, c'est aussi à l'État de simplifier les choses, de simplifier les règlements et de simplifier peut-être les modes de recrutement. Il faut quelque chose. Alors, est-ce qu'il faut un électrochoc? Moi, j'ai trouvé que Notre-Dame de Paris, quand même, avait suscité une certaine motivation. Justement parce que les gens avaient regardé au-delà du drame je dirais qu'à quelque chose, malheur est bon, parce que ça a été la reconstruction, ça a été l'idée de la refondation. Et tout d'un coup, on s'est rendu compte que des gens qui, seraient passés devant une église sans la voir, la regardaient différemment. Et certains se sont engagés pour devenir menuisiers, certains se sont engagés pour devenir tailleurs de pierre, d'autres c'était des métiers beaucoup plus, encore plus techniques, etc., etc. Je pense que, voilà, il faut une impulsion. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est sûr qu'on ne la voit pas beaucoup, mais il y a quand même des choses. Moi, j'ai un député qui n'est pas de nos idées, mais qui, M. Rodwell, qui se bat pour la réindustrialisation. Il a fait un tour de France il y a 2 ans, qui a duré plus de 6 mois, il a rencontré plein de gens, il a noté beaucoup de choses, il en a fait un rapport pour le Premier ministre de l'époque, Madame Borne, qui à mon avis ne l'a pas lu, et c'est bien dommage. Mais il y a une volonté chez certains jeunes, quelles que soient les idées, quelles que soient les opinions politiques, de faire en sorte justement de donner cet élan. Là où vous avez raison, c'est qu'on souffre de 2 choses, l'assistanat, et puis la déresponsabilisation ou la facilité plutôt. Et ça, c'est vrai que ce sont des choses contre lesquelles il faudra lutter. Mais nous ne l'aurons pas.
on sait que dans l'histoire, ce sont les minorités énergiques qui font l'histoire. Eh bien, je pense que c'est aussi vrai pour l'économie et le social. Si je peux me permettre, il y a quand même, me semble-t-il, quelque chose de très intéressant dans ce qu'il a dit. C'est qu'il s'est intéressé au niveau local, au comité de quartier. Ça c'est très intéressant. Et je pense qu'en France, depuis les Gilets jaunes, il y a un petit peu une mythologie qui s'est mise en place chez une certaine partie de la population. C'est qu'il suffirait de donner le pouvoir localement et que spontanément, par des référendums d'initiatives populaires ou d'initiatives citoyennes, pouf, ça va fleurir. Il faut savoir historiquement que ça a été exactement la pensée de l'Action française. C'est-à-dire que l'Action française, et Maurras en particulier, a cru que si on faisait péter la République, que de la base, les libertés allaient refleurir et qu'il suffirait de mettre un État fort en haut pour coordonner en quelque sorte et arbitrer tout cela, et que les libertés allaient rejaillir. Et cette vision un peu idyllique, il faudrait aujourd'hui que les royalistes fassent de l'empirisme organisateur et tirent une leçon de l'histoire, parce que les idées de l'Action française sont une partie des idées de l'Action française, s'ils n'ont pas été au pouvoir dans l'état de Vichy, du moins les militants de l'Action française, pendant la période de Vichy, se sont fortement impliqués dans tout ce qui était corporation et renaissance. Pensons à Pérou, à tout un tas de monde. Et ils ont cru, les royalistes de l'Action française ont cru qu'effectivement, maintenant qu'on faisait péter l'État centralisateur, ça allait rejaillir, les libertés allaient rejaillir. Et ça a été une énorme déception, parce qu'on s'est rendu compte que ça ne rejaillissait pas. Parce qu'en fait, la Troisième République avait fait son travail, elle avait tué tous les corps intermédiaires. Il restait encore la famille, mais les villages, même s'ils tenaient encore un peu, les villages, les provinces, les métiers, tout ça avait été flingué. Et même si on faisait péter le carcan centralisateur, ça n'arrivait pas à rejaillir. Eh bien, aujourd'hui, il y a une mythologie correspondant un peu à celle d'Action française, qui est celle, je dirais, du référendum d'initiative populaire, un peu une mythologie populiste des Gilets jaunes. On croit que, tac, on va donner le référendum et ça va repartir. Je crois qu'il a donné le bon exemple. Non, ça ne repartira pas comme ça. Ça ne repartira pas comme ça, parce qu'il n'y a plus de corps, ils ont été complètement bouffés, dilués, éradiqués. C'est un véritable problème et il faut intégrer cette difficulté dans notre réflexion sur la renaissance ou la reconstruction de la société française. Alors je pense quand même que la reconstruction, elle peut se faire quand même par quelques groupes. Au moment des Gilets jaunes, justement, il se trouve que on m'a demandé de participer à des cours, je donnais des cours, des formations et tout. J'ai vu des gens qui avaient arrêté leurs études en troisième, là, généralement, qui avaient un petit potager, etc., etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ils étaient peu nombreux, c'est le vrai noyau des Gilets jaunes actifs, et il y avait une demande d'instruction, une demande d'éducation. Je pense que c'est peut-être justement là qu'on peut jouer, parce qu'il y a beaucoup de personnes, c'est ce que Maurras appelait les Français actifs quelque part. Il y a effectivement beaucoup de Français passifs, et on a trouvé chez les Gilets jaunes effectivement avec ce mythe effectivement que tout pourrait rejaillir comme ça, mais il y en a un certain nombre qui pourraient penser, qui peuvent penser, et qui au bout du compte se posaient la question politique. C'est pas un hasard si notre ami Thibault de Vienne, par exemple, était au contact des Gilets jaunes et n'a pas cessé pendant des années et des années de prôner justement les idées royalistes au sein de ces Gilets jaunes, au sein de cette population qui attendait quelque chose. Le nombre de fois où j'ai vu des gens en pleine manifestation un peu chaude, etc., me dire « Ah, mais on vous a vu sur une vidéo, ah, le sac, c'est formidable et tout », il faut, je pense, faire un travail d'instruction. Alors pour l'instant, c'est vrai que ce sont des petits moyens que nous avons, mais je pense qu'il ne faut jamais lâcher la chose. Moi, je dois vous avouer que j'essaie de ne jamais lâcher la chose, de ne jamais, parce que je suis sûr, et je le vois autour de moi, je vois qu'il y a des gens qui, à un moment ou à un autre, agissent, entreprennent, même si ce n'est pas forcément sous notre étiquette en tant que telle.
On peut même avoir des gens à droite, à gauche, etc., mais qui ont cette idée qu'il faut faire France, il faut refonder une société française, une sociabilité française, une convivialité, comme dirait Ivan Illich, française. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc ne désespérons pas, même si, effectivement, je pense qu'il faudra le moyen du politique. Le politique d'abord, nous en sommes bien d'accord. Je te rejoins. J'avais pour habitude, au moment de l'histoire de Gilets jaunes, d'aller sur un rond-point pas loin de Toulouse, de gens extraordinaires. Première chose, je te disais, on se parle. On se parle. Et effectivement, les gens de trucs. Ils ont acheté le terrain autour du rond-point. Ils ont créé un potager. Les gens viennent, ils achètent, ils font des trucs comme ça. Et puis il y a un type, je dirais, petite cinquantaine d'années, manifestement paysan, qui me dit: ah, monsieur de Crémier, mon fils à l'école, il n'a rien appris. Et moi, pas beaucoup plus. Est-ce que vous savez où je pourrais faire du latin? Je l'ai dit à l'église. On lui a trouvé un professeur de latin. Mais c'est marrant quand même, j'étais un peu surpris, tu vois. Il y a une demande forte, il y a une demande forte d'instruction et d'éducation, en particulier près de ceux qui n'ont pas été de bons élèves jadis, pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Et c'est là aussi, moi, je crois beaucoup. Alors, vous allez me dire, on retrouve là, je suis professeur, donc on retrouve là peut-être une certaine essence du professeur, mais qui est persuadé qu'il faut transmettre. Il faut transmettre, quel que soit le moyen, quel que soit le moment. Et c'est vrai que l'éducation nationale n'est pas toujours à la hauteur. Il n'y a qu'à regarder nos programmes. On se dit, on va ennuyer les élèves. Alors moi, je suis un peu, comme je suis un vieux, d'ailleurs, même quand je n'étais pas vieux, je fais un peu mon programme quelque part. Le but, c'est qu'à la fin de l'année, les élèves, ils sachent lire des choses, comprendre des textes, et puis saisir l'idée et éventuellement en avoir d'eux-mêmes, quoi. Ne pas attendre tout de la manne céleste ou le professeur, etc., etc. Rompre avec l'assistanat, y compris éducatif, en gros. C'est un peu l'idée, quoi. Je voulais te poser une petite question. Vite fait, et après on passera à la suite. Mais... Oui, parce que... L'histoire rapide. Pourquoi ni Louis XVIII, ni Charles X, ni Louis-Philippe, Louis-Philippe, ça ne m'étonne pas, ne sont revenus sur les lois d'Allard et le Chapelier? Alors, j'ai une réponse que j'ai donnée hier. Il se trouve que Louis XVIII, quand il revient, il a beaucoup appris de la Révolution, il a beaucoup compris de choses, etc. Et vous savez que les conditions sont particulières, il sait qu'il doit composer avec plusieurs forces. Et le but, c'est de recomposer un ensemble français. Et il va contourner les lois de 1791. En partie. Il ne pourra pas tout faire, parce qu'il est un peu pris aussi par la situation d'après. Mais il fait une chose qui est peu connue, mais qui est très impopulaire près des bourgeois, c'est qu'il décide que le dimanche sera à nouveau un jour férié. Il faut savoir qu'avant la Révolution, il y avait 90 jours de congé. Pendant la Révolution, il n'y a plus de jours de congé, il y a vaguement le dimanche matin, et encore, quand les décadis existent, il n'y a même plus de dimanche matin. Le dimanche matin pour aller à la messe, et Napoléon avait refusé de donner le dimanche entier, quand on lui avait demandé, en disant « mais le travailleur, il peut bien manger la journée du dimanche, il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas travailler ». En gros, c'était ça. Louis XVIII, la première chose qu'il fait quasiment, en juin 1814, il y a un édit sur la sacralisation du dimanche. Le dimanche, on ne travaille pas le dimanche. C'est le jour des seigneurs. Il met ça sous l'aspect religieux, mais il y a un aspect aussi assez social pour contourner les bourgeois. Et il le fait voter comme loi par l'Assemblée en septembre 1814. Deuxième chose, il va commencer à... Il pense évidemment que les travailleurs, ils ne sont pas maîtres de leur métier, mais il faut qu'ils puissent avoir quelque chose, être propriétaires de quelque chose. Il a bien vu que 91 a créé ce qu'on n'appelle pas encore le prolétariat, mais qu'on appellera bientôt le prolétariat. Qu'est-ce qu'il fait? Il demande à un certain nombre de ses conseillers, etc., et ils vont créer quoi? Des caisses d'épargne, le livret d'épargne. Le but, c'est que tous les ouvriers, tous les travailleurs, le moindre petit travailleur, etc., comme il n'est plus propriétaire de son métier, puissent au moins mettre quelque chose de côté pour pouvoir préparer le lendemain. Donc, en définitive, et alors Charles X est moins peut-être conscient de certaines choses, sauf qu'à la fin de son règne, il y a le préfet Villeneuve-Bargemont qui va dans le nord de la France en 1828, qui est effaré de ce qu'il voit. Il voit dans les taudis
mais il pensait que ça ne pouvait pas exister. Il voit ça, c'est lui d'ailleurs qui va mettre en avant un nouveau terme, le paupérisme, parce qu'il dit c'est pas la pauvreté traditionnelle, ancienne, etc. C'est un paupérisme lié à l'activité industrielle et l'exploitation, et il va préparer un certain nombre de lois. Le seul problème, c'est qu'en juillet 1830, Charles X est renversé, et les lois qui étaient en discussion vont être abandonnées. Et Louis-Philippe. Et Louis-Philippe est dans la logique de la modernité. Louis-Philippe est un jeune d'aujourd'hui, entre guillemets, Dans sa réaction au moment de la révolte des Canuts. Oui, voilà. Qui a été épouvantable. Qui a été épouvantable et qui a été réprimé de la manière épouvantable. Les Canuts, c'est d'ailleurs devenu aussi, chez les royalistes, d'ailleurs, chez les royalistes extrémistes, puis après à l'Action française, c'est justement un des éléments, je dirais, de la résistance sociale. Tout à fait. Bon, alors on arrête. Très bien. On continuera tout à l'heure pendant le